Salut les amis! Aujourd'hui, pour fêter la nouvelle année, on va parler des événements majeurs survenus lors des premiers jours de 2019, New Horizons et Chang'e 4. Le sujet semble un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, on va beaucoup rigoler. The thing goes grrrr, pa, pa, ka, ka, ka. Skitty, kit, pa, pa, and the poop, poop, turu, boom. Alors à la base, je voulais faire une vidéo sur New Horizons dans quelques mois, le temps d'avoir quelques photos de ce qui s'est passé au 1er janvier. Mais vous avez tellement mis le feu à mon Twitter que je me sens obligé d'avancer un peu la date. Et oui, vu qu'il n'y a pas eu de super lune vert Bordeaux en ce début d'année, et qu'il faut bien vendre du clic, certains journalistes se sont déchaînés. Ou alors c'est peut-être la gueule de bois du réveillon. Bref, commençons donc par revenir sur la mission New Horizons et expliquer simplement et rapidement de quoi que qu'est-ce. Pas d'inquiétude, on fera pareil pour Chang'e 4. Boom, 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 boom. Boom, boom. Pour parler de cette sonde, il faut revenir en 2006. Il y a presque 13 ans donc, une sonde de la NASA est confortablement installée dans la coiffe d'une fusée Atlas V et s'apprête à partir pour un voyage que peu de sondes ont fait avant elle, à destination de la ceinture de Kuiper. Skia. J'y viens. Cette sonde a donc comme destination un monde qui fut autrefois une planète principale du système solaire, découverte par l'américain Clyde Tombaugh en 1930 et qui est au moment du lancement en plein milieu d'une polémique. Pluton. Cette planète, la seule découverte par un Américain, est en 2006 reléguée au rang de planète naine. En effet, depuis 1930, des planètes comme Pluton, perdues dans la ceinture de Kuiper au milieu de millions d'astéroïdes, très petites, on en a découvert un bon paquet. La communauté scientifique se réunit alors sous l'autorité de l'Union astronomique internationale. L'objectif, catégoriser clairement ce qui est une planète, et plus particulièrement, mettre au clair les notions autour de ces astres. En gros, le souci, c'est qu'il y a une différence claire et nette entre, par exemple, Neptune, planète gazeuse géante, qui influence d'autres corps voisins à cause de sa masse, et Pluton, plus petite que la Lune, et qui erre parmi plein d'autres cailloux. Alors c'est vrai, Pluton a plusieurs satellites naturels, dont Charon, donc c'est tentant de l'avoir comme une planète principale. Mais en fait, ce satellite ajoute justement un argument en faveur de la déclassification de Pluton. Charon ne fait que la moitié de la taille de Pluton, et sa masse fait que, concrètement, Pluton et Charon se tournent en quelque sorte autour l'une de l'autre. Alors là, je vulgarise à fond, hein. Si je devais être vraiment exact, je dirais que le centre de gravité du système Pluton-Charon est à l'extérieur de la planète, et que Pluton tourne autour de rien. Enfin si, du Soleil, mais elle oscille, en quelque sorte. Bref, c'est super compliqué à expliquer avec des mots, donc on passe aux animations. Voici donc ce que ça donne. Avec la Terre et la Lune, le centre de gravité est à l'intérieur de la Terre, donc la Terre oscille un poil. Mais là, entre Pluton et Charon, c'est carrément une danse. Bon, pour éviter tout mal de crâne, on va maintenant parler de la sonde. The thing goes grrrr. Le 19 janvier 2006, New Horizons est donc lancé dans l'espace. Le voyage vers Pluton est censé prendre 9 ans, avec un survol en 2015. Et pour atteindre un corps si lointain, il faut beaucoup de vitesse, et donc de l'énergie. Et cette énergie, elle est non seulement donnée par la fusée au décollage, mais aussi par l'assistance gravitationnelle. En gros, la sonde ne va pas partir directement vers Pluton, mais va d'abord passer par Jupiter. En s'approchant de la géante gazeuse, la masse de la planète va faire accélérer la sonde, ce qui va lui donner de l'énergie et la vitesse nécessaire pour atteindre Pluton. C'est une économie de carburant, et ça permet également à la NASA de survoler une planète toujours aussi belle. C'est ainsi que le 28 février 2007, New Horizons passe au plus près de Jupiter, soit moins de 3 millions de kilomètres, et en profite pour photographier la planète et quelques-unes de ses lunes. Après, concrètement, c'est 8 ans de voyage, toute seule, sans rien survoler ou rencontrer, que la sonde s'apprête à faire. Il ne faut pas oublier que l'espace, c'est vaste. Le système solaire en est une preuve flagrante. Voici la distance réelle entre la Terre et la Lune, et voici le système solaire à l'échelle de taille et de distance. Forcément, même avec une vitesse importante de plusieurs kilomètres par seconde, le temps de voyage est très long. Il faut imaginer le sentiment des personnes qui travaillent sur ces sondes interplanétaires depuis leur conception, plusieurs années avant le vol. C'est une mission qui va durer presque aussi longtemps que leur carrière professionnelle. Imaginez le stress de voir cette sonde, sur laquelle ils ont tant travaillé, au sommet d'une fusée remplie de tonnes de carburant, et au moindre mauvais calcul peut désintégrer le travail d'une vie. Ou l'erreur de calcul de trajectoire qui peut propulser la sonde vers rien. Ou encore un défaut sur la parabole qui empêche tout contact avec la sonde. Bref, autant dire qu'il faut avoir un cœur en béton armé pour supporter ces moments de tension.
Et vous avez de la chance qu'on soit en vidéo sur un truc du passé. Parce que là, on peut zapper directement 8 ans de rien du tout, quoi. Et nous voici en 2015, en janvier. La sonde a Pluton et Charon dans son viseur. Le survol va être très court, et ce sera pour le 14 juillet. Alors, une chose qu'il faut savoir avec les missions interplanétaires, c'est qu'on ne peut pas piloter la sonde en temps réel. La faute à la vitesse de la lumière qui est vachement lente. Si, c'est vraiment lent. 300 000 km par seconde, c'est plus rapide quand on n'a que 300 000 km à parcourir. Ça prend une seconde. Sauf que New Horizons est bien plus loin que ça. En 2015, elle se trouve à 35 unités astronomiques, ça veut dire 35 fois la distance Terre-Soleil, ça veut dire 35 fois 150 millions de kilomètres. Ça nous donne 5 milliards 250 millions de kilomètres. Le problème, c'est que quand on communique avec une sonde, c'est par les ondes radio, qui se déplacent à la vitesse de la lumière. C'est la vitesse la plus rapide de l'univers, mais avec une telle distance à parcourir, un signal met beaucoup de temps. Avec 5 milliards 250 millions de kilomètres de distance, si on envoie une commande à la sonde, elle recevra la commande au bout de 17 500 secondes, ce qui donne environ 5 heures. Forcément, on ne peut donc pas piloter la sonde en temps réel. Il faut donc prévoir les actions qu'elle va devoir faire à l'avance. Ensuite, il suffit d'attendre et de croiser les doigts en espérant qu'on ne s'est pas trompé dans ses calculs. Et le 14 juillet 2015, New Horizons défile dans le ciel de Pluton. Le survol est très rapide, quelques heures à peine. Durant le survol, New Horizons approche Pluton à l'altitude minimum de 11 000 km et mitraille la planète naine de photos. Mais pour autant, Pluton n'est pas cartographié entièrement. Pour ça, il faudrait que la sonde orbite autour de Pluton, et il faudrait alors de l'énergie que la sonde n'a pas. En faisant ce survol, New Horizons ne peut donc observer en détail qu'une partie de Pluton. Les photos de ce survol n'arrivent pas non plus immédiatement sur Terre. Non seulement la distance ajoute un décalage de quelques heures, mais la transmission des photos est limitée par le débit d'envoi de la sonde. La séquence d'images complète du survol mettra plus d'1 an à nous parvenir. C'est la première fois que l'on peut donc observer Pluton en haute définition. Avant New Horizons, voici ce qu'on pouvait voir de Pluton avec un télescope. Désormais, on peut observer les plaines, les reliefs, la fine atmosphère et les couleurs de ce monde si lointain et mystérieux. Et à bord de la sonde, les cendres de la personne qui a découvert ce monde, 85 ans plus tôt, celle de Clyde Tombaugh. À ce moment, on pourrait se dire que basta, c'est fini, on remballe et on laisse la sonde se balader dans l'espace. Sauf que des sondes qui vont aussi loin, ça se compte sur les doigts de la main. Les sondes Pioneer et Voyager ont elles aussi atteint une distance incroyable dans le système solaire, et là on a l'opportunité, avec cette sonde en pleine santé et des instruments plus modernes, de profiter de ce voyage pour en apprendre plus sur la ceinture de Kuiper. Après de longues recherches de cibles potentielles pour un survol par la sonde, on trouve un objet assez sympa, 2014 Mu-69. Pour l'atteindre, il faut réaliser une série de corrections de trajectoire les plus lointaines jamais ordonnées par la Terre à un vaisseau spatial. Le survol est prévu pour le 1er janvier 2019. Bah ouais, parce que là, au moment des corrections de trajectoire, on est juste après le survol de Pluton en 2015, donc 3 ans et demi avant le survol de 2014 Mu-69. Quand je vous dis que l'espace c'est vaste, c'est que ça l'est vraiment. Bon, en attendant ce survol, on trouve le temps de donner un nom plus sympa à cet objet. Après un vote soumis au public, c'est Ultima Thule qui est choisi. Tandis que j'écris cet épisode, le survol a eu lieu et les premières images commencent à arriver progressivement. Mais à cette distance, le débit d'envoi des données est de 1 kilobit par seconde. Donc il faudra encore être patient avant d'avoir toutes les données et images de ce survol. Boom. Let's go. Boom. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo aussi vite ? Eh bien parce que depuis le survol de Ultima Thule, des médias, encore eux, ont décidé d'encore une fois raconter quelques énormités. On a donc France Info qui annonce que New Horizons a atteint les confins de notre galaxie. LCI dit que la sonde a survolé l'objet le plus lointain jamais observé. On a aussi dans le même style le Parisien qui dit que New Horizons est la sonde la plus éloignée de la Terre, ou encore que cet objet Mu-69, là, Ultima Thule, ou appelez-le comme vous voulez, est l'objet le plus éloigné de la Terre. Autant dire que dans ce foutoir, il est difficile de savoir ce qui est vrai ou pas. Voici donc un debunk de leurs affirmations. Rappelons-nous que déjà, l'espace, c'est très vaste. Vu que c'est difficile pour un cerveau humain de comprendre les distances et les échelles, on va parler en temps de voyage avec une sonde de type New Horizons. Imaginons qu'on voyage tout droit.
toujours par le chemin le plus court et à une vitesse de 10 km par seconde. Pour faire le voyage de la Terre à la Lune, soit 384 000 km, cela prendrait théoriquement un peu plus de 10 heures. Alors, je rappelle que la sonde, je la fais aller en ligne droite sans prendre en compte les variations de vitesse, l'assistante gravitationnelle ou le carburant, hein. C'est des données complètement faussées, mais c'est pour se donner un peu une idée des distances dans l'espace. À la même vitesse, il faudrait environ 6 mois pour faire les 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil, 14 ans et demi pour atteindre Pluton au minimum, et environ 128 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche du système solaire, Proxima du Centaure, qui se trouve à 4,2 années-lumière. Et là, on parle que de l'étoile la plus proche dans une toute petite région de notre galaxie. Car si on voulait aller aux confins de notre galaxie, comme France Info l'imagine, cela nous prendrait environ 8 milliards d'années. Et encore, en empruntant le chemin le plus court. Quant à l'objet le plus lointain jamais observé, il s'agit de la galaxie MAX 1149-JD1, à 13,2 milliards d'années-lumière de nous. 13,2 milliards d'années, ça nous prendrait, avec notre sonde imaginaire, environ 400 millions de milliards d'années de voyage. Autant dire que c'est un peu chaud d'affirmer que New Horizons a fait en 10 ans ce qui aurait dû lui prendre au moins 280 000 milliards de fois l'âge de l'univers en temps de voyage. Just sauce. Pour résumer, New Horizons n'est pas la sonde la plus éloignée de la Terre. Elle n'est pas à la limite du système solaire, encore moins à la limite de la galaxie de la Voie lactée. Elle n'a pas rendu visite à l'objet le plus lointain jamais observé. En revanche, elle détient le record de la sonde qui a fait des photos depuis l'endroit le plus éloigné de toute l'histoire de l'exploration spatiale. Et ça, oui, ça force le respect. En gros, Voyager et Pioneer, sondes qui sont bien plus éloignées de nous, n'ont en revanche pas pris de photos depuis un point si éloigné. Ça, c'est bon. Ultima Thule va progressivement dévoiler ses mystères au fil des mois qui vont suivre, à mesure que l'on reçoit les images prises au 1er janvier. Et c'est tout, rien de plus à ajouter. Pas de super Pluton, pas d'histoire d'espace intergalactique, d'aliens, de supernova bleu de sang ou je sais pas quoi. C'est sûrement moins sexy que de dire que la sonde est à la limite de la galaxie, mais au moins, les informations, elles sont correctes. Allez, sur ce, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et... Hein ? C'est quoi ce bordel ? Ouais, donc visiblement on n'a toujours pas compris comment fonctionne la Lune. Expliquons les choses rapidement, mais de façon bien complète. Raw sauce. La Terre, comme la Lune, c'est une sphère. La Terre est éclairée par le Soleil et la Lune est éclairée par le Soleil. Elles sont éclairées exactement de la même façon. Et je vous vois venir, hein. Me sortez pas les lampadaires sur Terre, hein. Ça compte pas. Donc concrètement, la Terre, elle a toujours une moitié de la sphère éclairée par le Soleil, car c'est une sphère. Et c'est la même pour la Lune, car c'est une sphère aussi. Il y a donc toujours une moitié de la Terre où il fait jour, et une moitié de la Terre où il fait nuit. Et c'est pareil pour la Lune. Deuxième chose, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Du coup, la partie jour et la partie nuit se déplacent sur le globe. Eh bien c'est pareil sur la Lune. Et oui, la Lune tourne sur elle-même. Your girl knows I've got the sauce. No ketchup. Bah si elle tournait pas sur elle-même, quand elle tourne autour de nous, on verrait tout simplement pas toujours la même face. Expérience. Donc, vu que la Lune tourne sur elle-même comme la Terre, il y a un système de jour et de nuit là-bas aussi. Sauf que le jour dure un poil plus longtemps. Du fait de sa rotation synchrone avec son orbite autour de la Terre, elle tourne pas sur elle-même en 24 heures, mais en 28 jours terrestres environ. Les journées sur la Lune, que vous soyez sur la face visible ou cachée, durent donc environ 2 semaines. Et justement, c'est ce qui explique les phases de la Lune. Quand vous voyez un quartier de Lune, la moitié de la face visible de la Lune est dans le jour, et l'autre moitié de la face visible de la Lune est dans la nuit. Du coup, durant un quartier, c'est pareil aussi du côté de la face cachée. La moitié de la face cachée est dans le jour, et l'autre moitié de la face cachée est dans la nuit. Quand on voit une lune gibbeuse depuis la Terre, c'est ça, une lune gibbeuse, la face cachée est en croissant. Et quand on est en nouvelle lune, bah c'est la pleine lune du côté de la face cachée. Donc forcément, quand quelqu'un nous dit « La sonde Chang'e s'est posée sur la face cachée de la Lune », c'est la partie sombre, la partie méconnue. eh ben c'est une immense connerie. Pardon pour la vulgarité. En fait, c'est un peu comme Squeezie quand il disait Si la Terre est plate, alors pourquoi est-ce qu'on voit la Lune comme ça et pas comme ça? Parce que l'ombre de la Terre est ronde, enculée, et pas plate. Donc non, ça n'a rien à voir avec l'ombre de la Terre. Boom. Yo.
Bah, au moment où la sonde chinoise Chang'e 4 s'est posée sur la face cachée, on était quasiment en phase de nouvelle lune. Il fait nuit sur la face visible, mais plein jour sur la face cachée. Donc forcément, pas besoin de phare ou de lampadaire. On y voit très bien. Pareil durant les missions Apollo, elles se sont toutes posées à un moment où le Soleil éclairait la face visible de la Lune. Ça n'a pas empêché certains médias de se lancer en roue libre dans l'enchère de celui qui dira le truc le plus vendeur possible. Ainsi, on a eu droit à Chang'e 4 qui est la première à observer la face cachée de la Lune, et à d'autres énormités du genre. Sauf que... c'est Luna 3, sonde soviétique, qui a observé et photographié pour la première fois la face cachée de la Lune, il y a 60 ans. Par contre, Chang'e 4 est bel et bien la première sonde à se poser sur la face cachée, mais c'est tout, rien de plus. C'est scientifiquement super intéressant, c'est un exploit technologique, mais non, la face cachée n'est pas tout le temps dans le noir, et non, c'est pas la première fois qu'on la voit, cette face cachée. D'ailleurs, la face cachée, on l'a observée énormément de fois, que ce soit avec les sondes non habitées qui ont cartographié la Lune comme LRO, les sondes lointaines qui observent la Terre comme Discover Epic, ou les images des missions Apollo, même si lors de ces missions, la face cachée était majoritairement dans la nuit, vu qu'ils préféraient se poser sur la face visible, et donc qu'elle était dans le jour. Vous voyez, c'est que de la logique, il n'y a rien de magique, il n'y a rien de très compliqué. Il suffit de lever les yeux au ciel et... Non, en fait il faut surtout bien écouter à l'école. Car que ce soit le système solaire, les galaxies, les lunes et ses phases, c'est du programme de primaire et de collège. On attend un peu mieux de la part de journalistes que des inventions en ajoutant des mots savants et sensationnels parce que ça vend du clic. On attend aussi un peu mieux de certains youtubeurs, surtout quand ils ont plus de 10 millions d'abonnés. Bref, je vous fatigue pas plus longtemps. Bonne année, meilleurs vœux, vivement le jour où New Horizons atteindra la galaxie d'Andromède. The thing goes skrrrra, pa, pa, ka, ka, ka. Skibidi pa, pa, and the boom. J'espère que cette vidéo que je voulais courte, mais qui au final dure beaucoup trop longtemps, vous aura plu quand même. Elle n'était pas prévue, et d'ailleurs je remercie LCI, M6, France Télévisions, CNET et tous les autres de me permettre de gagner de l'argent en faisant leur travail. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, partager, checker mon Utip, ma boutique, et de lever une jambe en l'air, la mettre derrière votre cou, vous léchez le coude, bref, tout ça c'est vraiment les meilleurs moyens de me soutenir dans ce travail qui est extra professionnel. En tout cas pour le moment. Allez, paix sur vous et rendez-vous aux confins de la galaxie. La Chine, de son côté, est devenue cette nuit le premier pays à allunir sur la face cachée de la Lune. Alors, je ne sais pas si c'était important dans l'histoire de la conquête c'est une première spatiale, mondiale. mais c'est une première. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile, mais peut-être que si... Une prouesse technique, car la face cachée de la Lune est beaucoup plus accidentée. Trouver un site plat pour allunir n'a pas été simple. La dernière tentative des Américains, la mission Apollo 13, n'avait pas pu se poser,